Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette troisième saison qui démarre ce soir maintenant avec Marie-Caroline Lemay, une coach financière qui a été trader à Londres, qui tout à l'heure nous parlera un petit peu d'elle avant de nous parler de son sujet. Le sujet de ce soir, c'est comment appréhender la finance et l'argent avec les enfants, un vrai sujet de rentrée scolaire, de rentrée pour tous, qu'ils soient petits, qu'ils soient au collège ou même étudiants, ça reste toujours des enfants et ça peut toujours être des sujets délicats. On verra ça tout à l'heure ensemble. Et après, bien entendu, mes deux mousquetaires reviennent, David Calfon et Maël Toledano, avec lesquels on fera le cœur de l'émission et un sujet final à la fin, toujours connecté au patrimoine et à la finance, mais de manière un petit peu plus large et un petit peu plus grande. On a commencé très serré puisqu'on aura Maël Toledano avec un sujet sur le contrat de capitalisation, donc sa vraie spécialité et un cœur de sujet du patrimoine. Mais tout de suite, on commence avec Marie-Caroline Lemay. Donc bonsoir Marie-Caroline. Alors, si j'ai bien compris, votre petit nom, c'est Marika. Et c'est ça. Voilà, c'est votre nom de scène, votre nom de guerre, votre nom de métier. Donc, vous êtes coach financière, vous avez été trader à Londres. C'est un peu la vie passée, le trading à Londres? Ah non, c'est toujours pas mal dans le marché. Donc, je suis, mais avec une autre perspective, et du coup, c'est pas mal. Et toujours avec cette envie de redonner de la connaissance parce qu'il en manque. Et du coup, de faire en sorte que les personnes se sentent mieux avec leurs finances. Et comment elles se sentent mieux, c'est en étant justement plus à même à comprendre ce qu'elles font et à aligner tout. Donc, ça, c'est vraiment mon métier maintenant. Essayer de donner de l'empowerment, comme on dit en anglais. D'accord. Et donc, vous avez décidé de vous concentrer sur ce type de formation, donc très présente sur la toile. Vous avez un blog, vous publiez régulièrement, vous travaillez des sujets, mais pas seul, de ce que j'ai compris, avec d'autres professionnels où vous essayez de les faire parler pour arriver à transmettre ces savoirs. Oui, alors en fait, au début, j'ai créé ma compagnie. Au début, j'ai créé mon podcast qui est vraiment ma vitrine. Et donc, je reçois un invité toutes les 2 semaines. Ça s'appelle Money Chill Out, c'est en anglais. Et on parle d'argent sous un peu toutes ses formes. Donc, ça peut être l'argent dans le couple, l'argent quand on change de pays, l'argent quand on veut investir. Ça peut être des sujets hyper techniques. Je sais pas, le fixed income, par exemple. Donc, en fait, toutes les 2 semaines, j'ai un invité. J'essaye de surreprésenter les femmes pour leur donner justement la place qu'elles n'ont pas nécessairement tout le temps. Et donc, on discute d'argent et on échange des bonnes pratiques. Et le but, c'est vraiment d'inciter les gens à faire quelque chose après avec leur propre argent. Donc ça, c'est ma première activité, le podcast. Et puis après, du coup, je fais du coaching financier où j'aide les personnes à se poser les bonnes questions, à cheminer dans leurs problématiques et à vraiment mettre un peu les mains dans le cambouis pour se sentir mieux. Donc toujours avec cet objectif de peace of mind, quoi, de se sentir bien avec son argent. D'accord. Alors, on va commencer avec le sujet d'aujourd'hui. Notre sujet, c'est comment appréhender la finance et l'argent avec les enfants. Donc, avant de vous laisser la parole, je vais juste faire une toute petite entrée avec mon expérience personnelle. On en avait parlé en préparant l'émission. Donc, moi, j'ai eu l'impression que quand j'étais petit, on m'en avait trop parlé. Et je n'ai pas vraiment reproché à mes parents, mais j'ai ressenti dans ma vie d'adolescent, dans ma vie de jeune adulte, que peut-être cette connaissance de l'argent ou de l'argent familial pesait trop sur moi. Quand j'ai éduqué mes enfants, je leur en ai peu parlé, sans doute parce qu'on éduque toujours en voulant les protéger de ce qui nous a mis un peu mal à l'aise. Et eux, ils m'ont reproché en devenant jeune adulte de ne pas en avoir assez parlé. Alors, et j'ai envie de vous dire, où est le juste curseur? Ça, c'est hyper dur à trouver et en fonction de chaque famille, ce sera différent. Et même à l'intérieur de famille, peut-être chaque enfant, ce sera différent. Je pense ce qu'il faut faire, en fait, c'est d'être ouvert sur le sujet, sachant qu'il y a plein de parents qui ne se sentent pas à l'aise et du coup ont tendance à botter en touche ou à mettre le sujet de côté. Donc voilà, il faut déjà être ouvert si jamais l'enfant nous pose des questions et après, éventuellement, stimuler l'enfant en fonction de son âge, avec plein de petits jeux ou de trucs un peu pratiques
qu'on appelle éducation financière, mais que plein de gens font juste naturellement. Et quand je parle de ça, ça peut être quand on est vraiment tout petit, de reconnaître les pièces, les différents billets, de payer soi-même pour compter l'argent, etc. Enfin, donc voilà, ça fait partie de l'éducation financière. Après, c'est un grand mot et il y a plein de gens qui le font juste naturellement sans même penser que c'est de l'éducation. Ou même avoir de l'argent de poche, c'est de l'éducation financière, puisqu'on va se poser les questions, on va savoir où est-ce qu'on veut le dépenser, etc. Donc, pour moi, c'est juste être ouvert sur le sujet. Si jamais on a des questions, y répondre. Et y répondre, encore une fois, en s'adaptant à l'âge de l'enfant. Souvent, les enfants, on a l'impression qu'ils posent des questions assez brutes. Et donc, du coup, ne pas répondre avec des montants, choses qu'ils ne vont pas du tout comprendre, mais vraiment toujours mettre en perspective, expliquer en fait, je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'on est riche? Ce genre de questions, ou combien on gagne. De dire un chiffre, ça ne va pas parler. Par contre, de dire, ah bah tiens, tu as vu, on a pu partir en vacances cet été, c'est parce qu'on gagne suffisamment d'argent pour pouvoir se le payer. Ou alors, je ne sais pas, on adore en tant que famille faire ce genre d'activité, on peut se le permettre parce qu'encore une fois, on a assez d'argent ou on peut économiser chaque mois et ça, c'est important. Et pourquoi on économise? C'est encore une fois parce qu'on a assez d'argent. Donc, ça, ce genre de petits commentaires et de petites réponses, ça va mettre en perspective et ça va énormément parler puisque, encore une fois, un chiffre sans contexte, ça ne sert à rien. D'accord. Mais là, on est plutôt dans le rassuré, c'est-à-dire on peut partir en vacances parce qu'on a assez d'argent, on peut avoir une belle maison parce que si, on peut acheter des beaux vêtements, on peut soigner, on peut éduquer. On est plutôt dans le rassuré. Comment est-ce qu'on doit rentrer dans l'expliquer? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut faire comprendre le concept de millionnaire ou de richesse à un enfant? Encore une fois, je vais prendre un exemple. Un jour, j'ai mon fils qui est rentré à la maison, je crois qu'il devait avoir 10 ans, 11 ans. Donc, on vivait dans un bel appartement parisien. Donc, tout le monde connaît les prix des appartements, des beaux appartements parisiens. On est bien au-delà du million. Et il rentre et il me dit tu te rends compte, ses parents, à elle, ils sont millionnaires. Il m'a dit qu'ils avaient acheté un appartement à plus d'1 million. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on engage? Est-ce qu'on dit, oh, bah, tu sais, nous aussi? Est-ce qu'on dit, ah bon? Ou est-ce qu'on dit, bah, c'est bien pour eux? Ou est-ce qu'on explique? Et si on explique, comment on trouve les leviers pour expliquer sans faire mal, sans faire peur? Parce qu'il faut toujours faire attention à les enfants de ne pas leur faire peur. Alors, comment vous voyez ça? Expliquer, c'est une bonne méthode. Et encore une fois, dans les cours de récré, il y a plein de mots qui passent. Et exactement, le million, ça, wow. Mais encore une fois, est-ce que quelqu'un qui a 10 ans se rend compte de ce que c'est qu'un million, en fait? Pas forcément. C'est juste un grand mot et du coup, c'est dit. Et donc, du coup, de dire, on s'en fiche, en fait, de la valeur. C'est est-ce que tu aimes bien l'appartement dans lequel tu habites? Ce genre de choses, c'est beaucoup plus valorisant, c'est beaucoup plus... Et du coup, ça remet au centre, en fait, le concept de qu'est-ce qui est important dans ma vie. Parce qu'encore une fois, en fait, il faudra expliquer que l'argent, il n'est pas illimité. Il y aura toujours une question de budget. Et donc, du coup, on ne peut pas tout acheter. Et donc, il faut connaître la différence entre un besoin et une envie. Ça, c'est vraiment le premier step, je dirais. Et après, qu'est-ce qui est vraiment important pour toujours le bien-être ou le fait de se sentir bien. Donc, avoir un bel appartement, oui, c'est quelque chose de matériel. Et on peut expliquer aussi le matériel versus les expériences, ce genre de choses. Bon, alors là, on a un petit peu fait le tour de l'approche par rapport à de jeunes enfants. Donc, on ne va pas se concentrer sur les tout petits enfants, ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. On va plutôt maintenant faire grandir nos enfants. Et quand on arrive avec des ados, donc qui commencent à avoir des vraies notions bien claires, c'est-à-dire que ils savent combien ça coûte d'aller manger au resto parce qu'ils vont manger au resto avec les copains, ils connaissent par cœur le prix d'un grec, d'un McDo ou de quelque chose comme ça. Pour ceux qui commencent à fumer, ils connaissent le prix d'un paquet de cigarettes, ils en connaissent la valeur, ils savent faire un ratio entre leur argent de poche, s'ils en ont, combien ça fait de paquets de cigarettes. Enfin, ils sont vraiment dans une économie réelle.
Les adolescents, ils sont tous un peu malins, donc ils comprennent vite s'ils grandissent dans une famille où il y a autant d'argent qu'on veut, où il y en a mais il faut compter, ou si c'est dans une famille où on en manque. Ils arrivent à déceler les tracas financiers que peuvent avoir leurs parents et les troubles que ça peut créer. Hein. Des fois, ça, je veux dire, ça peut même aller très loin. Hein. Ça peut aller jusqu'au suicide pour certaines personnes qui sont dans des situations financières très, très, très difficiles. Et bon, et on sait aussi qu'il y a des parents qui sont prodigues, il y a des parents qui sont très économes et tout. Alors là-dessus, un peu votre position, comment ont évolué vos savoirs et comment comment vous voyez les choses. Et peut-être si on peut aussi travailler sur les extrêmes, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut impérativement dire et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être impérativement pas dire ou pas dire comme ça? Bah, ce qu'il faut faire, en tout cas, c'est clairement l'argent de poche. Et l'argent de poche, pas… alors, encore une fois, la somme, elle dépend de la ville, des moyens, etc. Mais il faut en fait qu'il soit régulier pour que l'enfant puisse, ou l'ado, puisse faire ses choix, se planter quelquefois. Par exemple, voilà, il fume, il va acheter 5 paquets de cigarettes, il n'a plus d'argent, bon, bah tant pis. Hop. Et la semaine prochaine, bah, il y aura un peu d'argent et bah, du coup, il va faire d'autres choix. Donc, plus il est régulier, en fait, plus on a le droit de se tromper et plus on va apprendre de ses erreurs. Donc, attends, je vous interromps. Donc, clairement, pour un argent de poche mensuel, hebdomadaire et pas mensuel. Bah, minimum mensuel, mais hebdomadaire, ça peut être encore mieux. Ouais. D'accord. Alors après, la régularité, ça va permettre de la reproduction d'expérience, c'est ça? Exactement. Et plus on fait de choix, plus on va se rendre compte, en fait, dans le court terme, ah zut, j'ai pas fait le bon choix. C'est pas grave, la semaine prochaine, il y a quelque chose d'autre. Donc, en fait, on le voit un peu, alors comme un jeu, évidemment, c'est du vrai argent, mais n'empêche qu'on essaye, ah, j'ai été bon là-dessus, ah, j'ai pas été bon là-dessus. Et en fait, le retour sur décision, il est hyper facile, il est hyper rapide. Et parce que c'est rapide, du coup, on voit tout de suite ses erreurs ou ses points positifs. La deuxième chose, c'est aussi, vu qu'on a de l'argent de poche qui est régulier, la première, il faut commencer à avoir des bonnes habitudes. Et donc, du coup, on peut tout à fait penser, dès qu'on reçoit de l'argent, il y a une partie automatiquement qui va être économisée. Et donc, cette partie, ça peut être 10% de la somme, ça peut être… Et encore une fois, on peut parler de 10 euros, on ne parle pas de montants énormes. Mais donc, du coup, de toujours avoir cette approche j'économise dès que je reçois de l'argent. Encore une fois, elle est propice à l'économie et du coup, après, faire grossir cette économie. Et donc après, il y a aussi tout ce qui est responsabilisation. Donc, on peut très bien avoir une carte bleue. Moi, je me souviens, quand j'avais 16 ans, je crois, j'avais une carte bleue qui dépendait du compte de mes parents, mais n'empêche que j'avais une carte bleue. Et donc, du coup, après, je pouvais savoir exactement ce que je dépensais. C'était l'argent virtuel. Donc aussi, comprendre l'argent virtuel versus le vrai argent, parce que c'est toujours plus… Parlons de voir son argent qui fond avec des pièces ou des billets, alors que quand on paye comme ça, on a l'impression, pouf, hop. Alors là je vous coupe. Là, je pense que c'est une question de génération. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui, l'argent physique, le billet dans la poche ou les pièces qu'on secoue dans la main pour montrer qu'on est riche, c'est fini. Hein. C'est-à-dire Ouais. ils auront tous des cartes. Ah oui, oui, non, mais c'est clair. Je pense que maintenant, les cartes, ça va être à partir de 10 ans ou de 12 ans pour payer. Bon, il y a des pays même où cet été, j'étais en vacances en Suède. C'est fini. En Suède, j'ai changé l'équivalent de 100 euros en arrivant à l'aéroport et quand je suis reparti, j'ai dû m'en débarrasser en achetant des trucs à droite, à gauche parce que c'est fini. Donc ça, c'est plutôt peut-être une question de génération. Mais par contre, sur le fait de l'économie, je vais rebondir et c'est comme ça qu'on va terminer le sujet. Beaucoup d'enfants, en tout cas beaucoup d'enfants qui évoluent dans des sphères, on va dire, où il y a des notions patrimoniales dans la famille, se retrouvent à la tête d'argent, voire même de sommes importantes, ou peut-être même de petites fortunes pour certains, très rapidement, parce que c'est des donations qu'il y a eu pour des parents, des donations par les grands-parents, des fois malheureusement des successions et des choses comme ça. Donc, même si ce n'est pas courant, il n'est pas rare d'avoir des adolescents ou des enfants avec des sommes supérieures à 50, 100 000, 200 000, 300 000 euros. Alors,
À votre avis, là, il ne reste plus beaucoup de temps, en 1 minute, comment on en parle, comment on approche, est-ce que ça sert à quelque chose d'en parler? Est-ce qu'on fait l'impasse dessus et on attend 15-16 ans qui est vraiment la capacité à expliquer? Parce que pour parler de 300 000 euros, il faut quand même avoir un certain âge. C'est pas et puis faire une erreur avec 300 000, c'est pas comme faire une erreur avec 300 euros. Alors, quelle est votre position là-dessus un petit peu et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Bah, clairement, je pense qu'il faut attendre. Encore une fois, c'est une grosse somme d'argent et du coup, pour comprendre déjà les implications, clairement, 15-16 ans, ça me paraît bien. Et après, deuxièmement, on ne va pas dire, OK, bah, tu as eu cet argent, tu as de la chance parce que X, Y. Voilà, faudra guider l'enfant et donc dire, bah, je ne sais pas, si tu veux faire des études, probablement, il y aura assez d'argent pour que tu fasses n'importe quelle université, ce genre de choses pour être guidé. Et puis après, quand la personne a 18 ans, parce que souvent, c'est des sommes qui sont bloquées jusqu'à maturité, du coup, après, parler éventuellement, ça pourra être un apport si jamais tu as envie d'acheter une maison, ça pourrait, je ne sais pas, tu peux l'investir et donc si tu as envie de prendre des cours pour savoir comment investir, etc. Le champ des possibles est ouvert, mais du coup, voilà, je pense que 15-16 ans, c'est le minimum pour parler de l'université qui arrive à 18 ans. Et après, quand la personne est majeure et la somme lui revient, du coup, expliquer, OK, bah, cette somme, elle permet de faire beaucoup de choses. Et du coup, comment on fait beaucoup de choses? Bah, en achetant, en ayant le champ des possibles qui est ouvert. Et donc, juste expliquer encore une fois qu'est-ce qui est possible de faire et du coup, guider pas en faisant pour la personne, mais vraiment en l'aidant. Super. Eh ben, c'est sur cette parole, en l'aidant, qu'on arrêtera cette partie. Vous restez bien entendu avec nous pour le débat qui va suivre. Et on vous reverra dans 15 jours pour une nouvelle émission avec un nouveau sujet. Donc, c'était Marie-Caroline Lemay, alias Marika. Et maintenant, on rentre dans le cœur de l'émission et avec un édito où tous nos invités vont derrière pouvoir participer à un débat et donner leur avis. Avant de nous attaquer à cette saison, voyons un peu les faits marquants des saisons passées et essayons d'en tirer quelques enseignements, voire quelques prédictions. Mars 2020, les gouvernements déclenchent une méga crise en ordonnant le confinement. Dans la foulée, la politique de l'argent gratuit est lancée. Rappelez-vous, on empruntait à moins de 1% sur 20 ans. L'Occident sort petit à petit du Covid, mais les Chinois ont adopté une politique de zéro Covid qui n'est pas compatible avec le retour de la demande stimulée par les économies réalisées pendant le confinement ou les confinements et les gigantesques plans de relance. L'inflation démarre, nos dirigeants la qualifient de transitoire. Alors la grande victoire dans notre émission, on n'y a jamais cru et on n'a jamais cessé de vous dire le contraire. Les pénuries s'installent petit à petit en grande majorité sur des produits fabriqués en Chine. On se rend compte que par voie de conséquence, c'est à peu près tout. Alors pourquoi je vous dis par voie de conséquence? Parce que il suffit que dans un produit, il y ait juste une pièce qui vienne de Chine pour que ce produit puisse être bloqué si on livre pas la pièce. L'Europe a envie de sortir, de s'amuser, de partir en vacances, bref, de faire tout ce dont nous avons été privés pendant les confinements. Cela crée une tension sur l'emploi. On manque de main-d'œuvre. C'est assez bizarre dans un pays avec plusieurs millions de chômeurs, mais c'est comme ça. Et marcher sur la tête n'est-il pas une spécialité française? Soudainement, la Russie envahit l'Ukraine en pensant à une promenade de santé comme en 2014 avec la Crimée. Eh bien, tout faux. Les Russes ne passent pas. L'Ukraine se défend, une ligne de front s'installe. L'Amérique pousse l'Europe à mettre en place des sanctions extrêmement fortes. En fait, l'Europe n'a pas vraiment besoin d'être poussée. By the way, les sanctions n'ont jamais réglé aucune crise. Le 1er mars 2022, Bruno Le Maire promet une guerre économique à la Russie et de les mettre à genoux. Faut-il en rire ou en pleurer? À vous de choisir. Ces événements obligent les banques centrales à réagir, elles remontent les taux et injectent moins d'argent dans le système. Les bourses plongent, le dollar et le franc suisse s'envolent. Dans un premier temps, les matières premières, pétrole en tête, s'envolent. Puis les choses se calment et la hausse du prix du gaz livré en Europe devient stratosphérique. Il n'en finit plus de monter. Le champion de l'argent magique, Emmanuel Macron, crée des boucliers sur l'énergie et ainsi en France, les hausses sont absorbées, au moins partiellement et au moins pendant un certain temps. Est-ce tenable? Bien malin celui qui pourra répondre à cette question. C'est maintenant le tour de l'économie réelle et la récession arrive. C'est de ce sujet que je souhaite débattre avec vous. Mes questions sont les suivantes. Va-t-on avoir une récession, c'est-à-dire une décroissance négative de PIB pendant 2 trimestres consécutifs? Va-t-on voir les bénéfices des entreprises fortement baisser et doit-on s'attendre à des faillites en série?
Le gaz va-t-il tellement manquer ou monter que cet hiver, nous aurons froid ou que nous reviendrons à brûler du charbon ou du fioul pour faire de l'électricité? Toutes vos remarques sont les bienvenues. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, on commence avec David. Bonsoir David, vous en pensez quoi? David, il faut mettre votre micro. Bonsoir Bernard. Ce que j'en pense, récession, oui, bien sûr, ce n'est même plus une question. La question. Alors attention David, on a un fort problème de son quand vous parlez, il y a du grésillement. Donc je pense que c'est la même chose que la dernière fois. Il va falloir déconnecter votre micro et revenir. On va poser la question à Maël pendant ce temps et on revient sur vous après. Alors Maël, vous en pensez quoi? Alors, moi, c'est mieux le micro? C'est parfait. Parfait. Je vais faire attention à ce que j'en pense parce que si vous ressortez ce qu'on dit les années d'après, il ne faut pas que je dise de bêtises. Non, plus sérieusement, je ne suis pas très optimiste pour les mois à venir, mais récession, je n'y crois pas trop, pour être tout à fait honnête. Même si les mauvaises nouvelles s'accumulent, hein, le dollar n'a jamais été aussi haut, l'euro n'a jamais été aussi faible. On sait que les taux vont remonter dans les mois à venir, donc c'est ce que les marchés anticipent. En termes de production, les sociétés, elles vivent sous la menace de coupure d'électricité. Donc, ce n'est pas très positif. Néanmoins, moi, je ne vois pas de récession. Je vois, on va rester comme ça sur un marché assez calme pendant quelques mois. Et j'en ai discuté avec pas mal de monde, hein, ça ne vient pas que de moi. Mais je pense que début d'année 2023, on repartira sur de meilleures bases. Ok, alors on va passer à Sébastien de Frouville de Comgest, qui va lui aussi nous donner son avis. Et avant, je voudrais réagir sur une petite chose que vous avez dit, Maël, par rapport au dollar, en nous disant le dollar n'a jamais été aussi haut. Donc, depuis que l'euro existe, on a eu un dollar à 0,80, donc on a encore de la marge. Et si on prend un marque dollar pour couvrir la période avant l'existence de l'euro, en retranscrivant les choses, on pourrait avoir un dollar à 0,55 et là, on aurait vraiment un record historique jamais accumulé. Donc, il y a de la place pour une hausse du dollar et bien entendu, ce n'est pas un conseil à l'achat du dollar. Sébastien, c'est à vous, vous en pensez quoi? Sébastien, il faut mettre votre micro parfait. Oui, bonsoir Bernard. Évidemment, c'est une possibilité dont la probabilité augmente chaque jour un petit peu. Maintenant, à ce stade, ce n'est pas encore une réalité, surtout si on regarde. Alors nous, comme vous le savez, on est des stock pickers, on n'investit que dans quelques sociétés, mais pour le moment, il y a un peu alors ça ne va pas durer, on a conscience, mais on trouve l'inflation dans les chiffres d'affaires et pas encore complètement dans les charges des entreprises. Donc, pour l'instant, les croissances des bénéfices sont plutôt confortables, mais on n'est que sur 2 trimestres de publication, donc c'est très court. Et la réponse, on l'aura probablement au 3e et au 4e trimestre. Et vous pensez plutôt à quelque chose, une bonne surprise au 3e ou 4e trimestre, ou vous pensez plutôt que les choses vont se détériorer? Ou alors vous êtes neutre pour l'instant en vous disant que vous n'avez pas assez d'éléments pour nous dire quelque chose? Alors, ce n'est pas évident d'être très précis parce que sur sur nos sociétés, nous on investit que dans les sociétés qui ne sont pas trop sensibles aux facteurs externes. Donc, ce n'est pas un bon proxy pour savoir. On regarde un peu ce que font les sociétés dans les indices, mais on les connaît beaucoup moins bien. Donc, pour les nôtres, pour l'instant, sur cette année, elles sont tellement en avance. Les 2 premiers trimestres ont été tellement bons au niveau de croissance des bénéfices, on est sur plus de 20%, qu'il n'y aura pas de décroissance. Ce n'est pas la définition de la récession dont vous parliez, mais il n'y aura pas de décroissance des bénéfices, en tout cas pour cette année 2022, pour un portefeuille qualité. D'accord. Allez, on revient à David. Alors, David, d'une manière plus globale, votre position? Déjà, est-ce que ça grésille toujours? Non, là c'est bon, ça ne grésille pas. Bon, c'est parfait, impeccable. Donc, récession, oui, bien entendu, puisque c'est même quasiment l'objectif des banquiers centraux. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais en revanche, effectivement, et je pense que la clé vient d'être évoquée, ce qui compte, c'est quel type de récession on est. Est-ce que c'est une récession avec une forte augmentation du chômage, avec des bénéfices qui sont en chute libre, avec un arrêt de la consommation, etc. Là-dessus, j'ai beaucoup plus de doutes parce que effectivement,
la récession sur les bénéfices, les révisions bénéficiaires fortement baissières, on ne les voit pas encore. Alors après, on se souvient qu'en 2008, la chute des bénéfices, on l'avait vu un peu décalée. Hein, ce n'est pas un indicateur avancé. Donc, c'est quelque chose à suivre, mais pour le moment, on ne le voit pas et on n'a aucune indication des entreprises de ce côté-là. Et puis surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau du chômage, on est sur un marché de l'emploi extrêmement tendu. Et ce qui est intéressant, c'est que le marché de l'emploi, il est tendu aux États-Unis, il est tendu en Europe et il est tendu quel que soit le secteur d'activité. Et ça, c'est un petit peu la nouveauté, c'est qu'avant, on avait les bas salaires ou sur lesquels, là, il y avait pléthore de manœuvres et les emplois qualifiés, où là, ça devenait un petit peu tendu. Là ce n'est pas le cas du tout. Là, même dans les bas salaires, on trouve pas à recruter. Donc, ce qui veut dire et ce qui milite pour le fait d'une récession plutôt technique, mais pas d'un environnement totalement catastrophique. Voilà. Donc, c'est un petit peu mon point de vue. Et si jamais on devait avoir un environnement qui devienne catastrophique, il ne faut pas oublier que les banques centrales sont en train de se redonner des marges de manœuvre pour agir vitesse grand V. Hein, à remonter les taux à coût de 75 points de base par réunion aux États-Unis. Là, même la Banque centrale européenne est en train de se demander s'il ne faudrait pas faire 75 points de base après avoir fait 0,50. Ça redonne des marges de manœuvre pour se préparer à une réponse à la crise que nous pourrions avoir. Encore une fois, c'est une possibilité, ce n'est pas une certitude à ce jour. Alors, on va donner la parole à Marika un petit peu. Donc, après avoir écouté l'édito et avoir entendu tout le monde, vos positions, vous. En plus, bon, vous étiez trader sur les obligations, donc c'est des sujets qui sont importants, tout ça, sur les taux, non? Ouais. Non, mais je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit David, pour être honnête. Récession, oui. Après, comment et quand, ça, c'est la grande question. Tous les indicateurs sont quand même plutôt en contraction ou plutôt négatifs. Après, ce sera une question aussi avec les différences de devises, de savoir quelle zone géographique va être plus impactée que l'autre. Et puis, sur tout ce qui est passage en fait au consommateur final, j'ai l'impression que pour l'instant, il y a un peu un squeeze du pouvoir d'achat parce que les entreprises arrivent à redonner la plupart des augmentations des prix via le consommateur final. Mais ça va rester, donc ça veut dire que si on achète par exemple un jus de fruits, ce sera plus 1 litre, mais ce sera 960 millilitres. Si on achète du yaourt, ça va être plus de 500 grammes, ça va être 430. Donc ils ont réduit en fait pour le même prix la quantité. Mais il y a quand même plein d'études, et surtout en Angleterre, au niveau par exemple des pubs, que vu le coût du gaz qui allait augmenter, et donc c'est plus 5 000 pounds par année, mais ce sera 30 000. Du coup, pour couvrir le coût, il faudrait que la pinte, par exemple, de bière passe à 20 pounds ou même au-dessus. Donc, c'est complètement irréaliste. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'élasticité prix. Et donc, du coup, à mon avis, ça va impacter à un moment les business qui vont plus pouvoir en fait répercuter le coût derrière. Et du coup, ça va pas être seulement les pubs, mais ça va vraiment être une bonne partie des entreprises. Et du coup, il y a pas mal d'entreprises pour le moment qui commencent à demander des aides d'État pour justement combler les augmentations de prix, qui soient de l'énergie ou d'autres, parce que tout monte assez fortement. Alors, ça c'est assez intéressant sur cette histoire d'énergie. Pour l'instant, en France, il y a très peu de gens qui se rendent compte de la hausse de l'énergie. Alors, quand on parle de la hausse de l'énergie, il faut être clair. Déjà, on va voir si vous êtes tous d'accord avec moi. Une grosse partie de l'électricité qu'on fabrique provient du gaz. C'est grâce au gaz où on fait chauffer de l'eau, en fin de compte, et avec cette eau chaude, on fabrique de l'électricité. Le gaz s'est envolé, ce qui fait que le prix de l'électricité a lui aussi monté. Il y a un accord européen qui est en train d'être mis en cause, mais qui fait qu'on valorise l'électricité
par rapport au prix de production le plus cher. Donc, le prix de production le plus cher en ce moment, c'est le prix de production avec le gaz. Et s'il n'y avait pas d'aide, on aurait une électricité qui aurait dû exploser. C'est pour ça qu'il y a des petits producteurs qui étaient des producteurs alternatifs par rapport à EDF qui proposaient des contrats où on lit des trucs dans la presse comme quoi ils vont augmenter leur prix de 300%, de 400% ou 500% parce que comme ils sont sur un prix de marché libre, ils ne peuvent pas le faire. Alors, pour que les gens comprennent bien, si le prix de l'électricité monte, notre facture de chauffage, elle augmente. Ça, c'est au niveau individuel de chaque personne. Mais comme il faut de l'énergie et de l'électricité pour à peu près tout fabriquer, ça veut dire que tout augmente. Ça veut dire que absolument tout augmente et on rentre dans une inflation gigantesque. Alors, une inflation gigantesque, elle peut appauvrir les gens, mais il y a aussi le deuxième volet ou le deuxième étage de la fusée de l'inflation gigantesque, c'est que les gens, tout simplement, peuvent plus. Donc, on va avoir des gens qui vont avoir froid, on va avoir des gens qui ne peuvent plus acheter ça. Quand vous voyez des ultra gros consommateurs de gaz ou d'électricité, le plus gros consommateur de gaz en Allemagne, c'est BASF et Arkema, avec leur chimie. Et dans la chimie, il y a à peu près tous les produits qu'on utilise de manière directe ou indirecte. Il y a aussi tous les engrais de l'agriculture qui utilisent des produits chimiques. Et donc, c'est ça. Est-ce que ça, c'est tenable et est-ce que ça ne pourrait pas venir briser une économie si ce problème n'arrivait pas à se régler. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment prêt à régler ce problème parce qu'on pourrait le régler. Hein. On fait brûler du charbon ou on fait brûler du pétrole. Le pétrole est d'ailleurs en train de plutôt à la baisse qu'à la hausse. Et de l'électricité, on en fabrique sans gaz. Mais après, on a nos problèmes d'énergie fossile. Allez, David, vous nous remettez ça dans votre ordre à vous et vous nous dites ce que vous en pensez et si c'est vraiment une crainte pour vous. Alors, écoutez, Bernard, je pense que vous n'avez pas eu assez chaud cet été pour proposer de brûler de l'énergie fossile pour créer de l'électricité et du gaz. Mais bon, c'est un autre sujet. Non, je pense que malheureusement, c'est l'option de dernier recours, d'avoir recours au charbon, etc. Mais ça serait tout simplement dramatique. Voilà, bon, on va refermer la parenthèse pour ne pas trop déprimer nos auditeurs. Non, en revanche, qu'on revienne vers un système non pas de rationnement, mais d'approvisionnement ciblé en énergie, ça c'est quelque chose de probable. Maintenant, il y a une variable qu'on ne contrôle absolument pas et qui va être déterminante, c'est tout simplement la météo. Et entre un hiver doux et un hiver rigoureux, la consommation d'énergie est extrêmement différente et ça peut vraiment changer la donne. Donc ça, malheureusement, voilà, chaque année suffit sa peine. Vous faisiez un petit historique, Bernard, en nous rappelant qu'en 2020, on était devenus tous des spécialistes de la médecine. Et bien là, on risque de devenir cet hiver des spécialistes de la météo, ce qui ne va pas nous arranger. Maël, c'est à vous. Je dirais que je lisais un article très intéressant ce matin. Vous savez que dans centrales nucléaires, il y en a 32 à l'arrêt sur 56 en France. Pourquoi on paye cher l'électricité au final? Parce qu'on n'a pas assez de centrales nucléaires en fonctionnement et qu'on exporte beaucoup en Europe. Et donc, ils se sont engagés à ce que d'ici février, on n'ait plus que 12 centrales nucléaires à l'arrêt. Donc, vraisemblablement, on pourra produire beaucoup plus d'électricité. Là, le problème, il est plus ciblé, finalement, il sera plus ciblé sur le gaz. Et donc, je rejoins tout à fait David. Si on a un hiver froid, on va consommer beaucoup de gaz et on va utiliser tous nos stocks. Hein. On a 85% de nos stocks qui sont pleins. Si on a un hiver un peu plus doux, les stocks ils vont pouvoir servir surtout 2023. Parce que le problème, c'est pas maintenant, hein, c'est plutôt fin 2023 qu'on va le rencontrer. Et pour finir, je suis un peu aussi d'accord avec David. Le charbon, c'est complètement exclu. Pour moi, en France, on y arrivera, on n'en aura pas besoin. Par contre, c'est vrai que tous nos voisins européens, ils utilisent beaucoup de charbon. Donc, potentiellement, est-ce qu'on pourrait arriver à leur vendre de l'électricité quand on aura 100% de notre parc nucléaire qui sera en marche? Il faut peut-être le voir comme une opportunité. Excusez-moi d'être un peu cynique, mais il faut peut-être le voir comme une opportunité au final. Alors, OK. Dans tout mal, il y a un bien. Donc, ça, c'est la conclusion de Maël. Alors, j'ai une autre question. J'ai deux questions et on va en laisser une pour Sébastien et une pour Marika. Alors,
tout choc, et là on a un vrai choc du prix du gaz, crée un contre-choc. Et donc, à un moment ou un autre, on doit s'attendre à un contre-choc sur le gaz avec des prix qui vont fortement baisser ou beaucoup baisser. Ça peut mettre du temps, hein, mais tout simplement, il suffirait de construire d'autres sources d'approvisionnement et du gaz, globalement, dans le monde, il y en a autant qu'on veut. Si on doit aller en chercher plus, ben, on ira en chercher plus, même s'il est un peu plus cher, s'il est offshore et des choses comme ça. Bon, tout ça, ça prend du temps pour le transférer, pour le liquéfier et le transférer, où il faut créer d'autres pipelines pour le ramener de Chypre, d'Israël et le faire remonter par l'Italie. Bon, tout ça, c'est plutôt 5, 7, 8, 9 ans. Mais tout choc crée un contre-choc. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris. On l'avait vu aussi. On avait eu 2 chocs pétroliers et derrière un contre-choc avec un baril qui, à un moment, s'était effondré à $10 et on voulait même payer notre énergie plus cher pour ne pas faire effondrer les économies du Golfe. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est par contre, pour avoir de l'énergie pas chère, dans la zone Amérique, il y a de l'énergie pas chère parce qu'ils ont énormément d'énergie hydroélectrique et ils sont sûrs de garder. Bon, tout le monde connaît les chutes du Niagara et les choses comme ça, mais c'est vraiment une zone où il y a de l'énergie pas chère. Est-ce qu'on ne risque pas de voir de l'industrie européenne et en particulier de l'industrie allemande se délocaliser et partir aux États-Unis? Alors, honneur à Marika, vous choisissez une des 2 questions, vous répondez et Sébastien il répondra à celle qui reste. Et j'aime bien la première. La première, c'était sur les autres possibilités par rapport au gaz. Et en fait, c'est très bien de prendre un peu de recul et de voir qu'en fait, le gaz, par exemple, aux États-Unis, il est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Le seul problème pour le faire venir, c'est comme vous avez dit, il faut qu'il y ait des méthaniers parce qu'il faut qu'ils soient liquéfiés. Et du coup, il faut qu'il y ait des ports qui soient adaptés parce que c'est des gros bateaux, etc. Mais il y a un nombre de projets qui avancent à une vitesse grand V, beaucoup plus rapidement que dans la normale. Donc encore une fois, ce n'est pas nécessairement pour maintenant, mais n'empêche que c'est comment trouver des solutions pour que notre dépendance soit plus étendue, soit moins dominée par un acteur, à savoir le gaz russe. Donc, du coup, ça, je pense qu'il y a du bon dans chaque crise et cet événement, clairement, c'est du bon. Allez, Sébastien, l'autre question, vous nous dites ce que vous en pensez et ensuite, ce sera le moment du point marché. Bah, oui, vous l'avez bien résumé, Bernard, c'est le choc, en fait, la locomotive économique européenne, l'Allemagne, qui était pieds et poings liés avec Nord Stream, on le connaissait, mais là c'est venu avec la Russie et forcément ça crée un choc et évidemment il y aura un contre-choc, mais là il y a quand même ça a été dit hein, par vous deux, il y a le temps il en faut tout de suite, et à commencer par l'industrie hein, qui en a besoin. Et les économies, c'est un des objectifs. Là, en France, on entend parler d'économie, de moins consommer. Tous les industriels ont quand même répondu à la Première ministre qu'ils sont dans l'industrie, ils sont à l'euro près et que c'est déjà assez optimisé quand même leur production. Donc, ce ne sera pas si évident que ça d'atteindre les 10%. Donc, il y a quand même un décalage entre le temps d'installer une infrastructure et le besoin immédiat, quoi. Donc, le contre-choc, ça ne ferait peut-être pas pour tout de suite quand même. Même si on va trouver des solutions qui vont atténuer le choc. Mais de là à parler de contre-choc, je pense que ce sera quand même plutôt… il va falloir être patient. En année, même si ce qui est intéressant, hein, c'est ce prix du gaz qui flambe et qui a tellement flambé que l'Union européenne veut réformer le prix de fixation de l'électricité, parce que c'est sur l'unité marginale de production. D'accord. OK, merci beaucoup. Alors, David, c'est à vous. On attend avec impatience depuis 2 mois ce premier point de marché de la saison 3. Bonjour à tous et merci Bernard de cette introduction. Écoutez, d'abord, je veux dire en retour que je suis très heureux de retrouver tout le monde pour cette 3e saison de Parlons Patrimoine. Alors, lorsque nous nous sommes quittés avant l'été, je vous avais fait part de mon sentiment. La baisse du mois de juin me semblait excessive et le marché intégrait un scénario extrêmement pessimiste.
Alors, au cours de l'été, on a bien eu un rebond. Mais il est intéressant d'ailleurs de noter que ce rebond a démarré grâce aux chiffres de l'inflation américaine du mois de juillet, qui montraient un léger tassement, et également grâce à l'annonce d'une récession aux États-Unis. Donc, je rappelle pour nos auditeurs que la définition d'une récession, ce sont 2 trimestres consécutifs de contraction du PIB, ce que nous avons eu au premier et au deuxième trimestre aux États-Unis. Alors, une inflation qui se tasse et une récession aux États-Unis, eh bien, il n'en fallait pas plus pour que les investisseurs anticipent un retournement de la Fed. En l'espace de quelques semaines, la baisse du mois de juin a été effacée. Les taux d'intérêt ont même commencé à rebaisser et tous les actifs risqués ont repris des couleurs. Alors, vous pensez bien que c'en était d'un petit peu trop pour la Fed, qui a aussitôt déclenché en amont du rendez-vous estival des banquiers centraux à Jackson Hole une campagne de communication très claire. Et le point d'orgue, eh bien, le point d'orgue, ça a été le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole, qui a lourdement insisté sur la nécessité de poursuivre le durcissement monétaire sans donner aucun signe quant à un éventuel changement de cap dans les mois à venir, comme pouvaient l'espérer certains investisseurs. Il a souligné que ce choix de poursuivre une politique monétaire restrictive conduirait sans aucun doute à un ralentissement de la croissance particulièrement douloureux pour les entreprises et les ménages. Cependant, il a estimé effectivement que les conséquences négatives étaient le prix à payer pour réduire l'inflation, parce que bien entendu, en cas d'échec, vous avez une dynamique inflationniste qui est totalement hors de contrôle, qui pourrait avoir un impact encore plus grave. Il nous a renvoyé au précédent historique, notamment des années 70, et donc le président de la Fed a également indiqué la nécessité de rester durablement dans une situation avec des taux directeurs élevés pour réduire le risque de retour des pressions inflationnistes. Alors, comme si cela ne suffisait pas, les membres dans la Banque centrale européenne ont également donné de la voix, allant même jusqu'à indiquer que le scénario, je cite, d'un sacrifice économique avec baisse de la croissance et hausse du chômage, devenait de plus en plus probable et nécessaire afin d'assurer un retour rapide vers un ancrage des prix. Alors, vous imaginez bien qu'avec tout ça, ça suffit largement à calmer l'euphorie estivale. Nous avons enclenché une nouvelle vague de baisse. Nous avons un contexte géopolitique qui n'aide pas non plus, puisque aujourd'hui, nous avons eu, ce week-end, nous avons eu l'annonce du prolongement de l'arrêt du gazoduc Nord Stream 1, qui fait craindre pour l'économie européenne et la demande de pétrole. Alors, voilà ce que, à mon humble avis, vous deviez tous savoir pour aborder cette rentrée. Mais la question, bien entendu, reste toujours la même. Que faire maintenant? Alors, vu toutes les mauvaises nouvelles que l'on a eues depuis Jackson Hole et le contexte géopolitique, il ne faut pas faire les braves. Je pense que, à mon avis, nous allons revoir les points bas que nous avons vus fin juin, début juillet. Ces niveaux, à mon sens, devraient servir de support et devraient offrir à nouveau des opportunités d'investissement qu'il faudra avoir le courage de saisir, car, comme l'a dit l'adage, c'est toujours au son du canon qu'il faut acheter. Donc, encore une fois, probablement une poursuite du mouvement de baisse jusqu'au point bas de fin juin, début juillet. Et à ce niveau-là, ça revaudra la peine de remettre un doigt dans ce marché. Alors maintenant, je suis très curieux de savoir si vous partagez ce point de vue optimiste, mais pas tout de suite. Alors, ok, cet adage toujours intéressant, cet adage qui dit qu'il faut acheter au son du canot. Il y en a un autre qui dit qu'il ne faut jamais essayer d'attraper un couteau qui tombe. Et donc, il faut savoir quand est-ce qu'on entend vraiment le canon et quand est-ce qu'il vaut mieux pas mettre sa main et pas rattraper un couteau. Vous avez parlé des points bas de mai-juin. Et donc, la question là, que je vais poser, on va la poser à Marika, qui est une ancienne trader. Les points bas de mai-juin, vous sentez qu'ils vont être enfoncés? Juin-juillet, Bernard. Juin-juillet, pardon. Donc, ces points bas, vous pensez qu'on va les enfoncer et qu'il ne faut pas trop se presser pour acheter, ou vous pensez que voilà, on va faire du yo-yo et on est dans un espèce de range où on baisse, on remonte, on baisse, on remonte. Marika, vous le voyez comment, vous? Si vous étiez aux commandes là, en train d'acheter et de vendre, là, vous feriez quoi?
Question qui coûte beaucoup. Je pense qu'on est plutôt dans un yo-yo, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui ont des opinions quand même assez différentes et que les banques centrales, enfin il y a quand même pas mal de questions au niveau des banques centrales. Elles sont agressives, mais jusqu'à quand? Elles vont monter leur taux, mais ça dépend du coup de l'inflation. Et du coup, après, vu que les taux auront remonté, elles auront la capacité de pouvoir les rebaisser. Donc, pour moi, on est plutôt dans un scénario baissier là, à court terme et après plutôt en yo-yo en fonction des banques centrales. Donc, ça va vraiment être les banques centrales qui vont dicter. Donc, la grosse question, ça va être est-ce que la Banque centrale européenne va monter de 50 ou 75 BP? Et puis après, voilà, comment les choses vont se développer. Et ouais, donc pour moi, c'est yo-yo. Et avec ces hausses de taux, la Banque centrale européenne, imaginons qu'elle monte de 75 points et que les Américains ils remontent encore derrière. Après, vous pensez que le gros de la hausse, il est derrière nous et ils vont attendre d'avoir les effets, puisque de toute façon, il faut un certain temps pour avoir les effets. On ne peut pas penser monter les taux et que dès le lendemain, l'inflation baisse. Ou est-ce que vous pensez qu'ils vont encore mettre des tours de vis pour créer des marges de manœuvre comme le disait David? Ouais, pour moi, ils vont continuer. Ouais. Ils sont tellement, dans leur forward guidance, ils ont tellement dit que le but, c'est vraiment de contrer l'inflation, qu'au final, les attentes d'inflation n'arrêtent pas d'être renouvelées à la hausse. Donc, pour moi, ouais, c'est plutôt des premiers pas qui vont mettre forcément un peu de temps à voir, mais avant de voir les résultats dans la vie réelle, on va dire, il y a toujours des statistiques un peu avancées et tout, pour l'instant, contribue à l'inflation qui augmente. Donc, 75, ce ne sera pas assez, que ce soit maintenant ou dans quelques mois. Je lisais un article des Échos ce week-end ou ce matin, je ne sais plus trop, et qui disait que dans certains pays d'Europe, le pic d'inflation aurait déjà été atteint et qu'il faut juste un petit peu de temps. Et après, il y a des choses qui contribuent à faire baisser l'inflation de manière technique, hein. C'est comme quand vous avez un espèce de bouclier sur l'énergie, vous la faites baisser. Quand vous baissez le prix de l'essence à la pompe, automatiquement, vous faites baisser l'inflation. Et donc, encore un tour de vis, donc un 0,50 ou un 0,75, donnerait le dernier coup pour que l'inflation soit vraiment sur la pente descendante. Et après, une autre question sous-jacente à l'inflation, et on passera à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'augmenter les taux quand le moteur principal de l'inflation, c'est la hausse de l'énergie? Oui, quand même, parce qu'il y a, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a quelques mois, c'était 50% de l'inflation qui vient quand même hors énergie. Donc, si on est à 6% d'inflation, 7% d'inflation, il y a quand même 3,5%, alors que les targets des banques centrales, c'est plutôt dans les deux. Donc, il y a quand même une inflation sous-jacente hors énergie qui est là et qui mérite d'être combattue. Ok. Allez, on va passer à Sébastien. Alors, Sébastien, donc bon, vous représentez comme geste, donc plutôt des gestions de fonds. Donc, je pense que le court terme vous intéresse moins. Vous êtes plutôt sur de la régularité et de trouver des entreprises qui savent dégager de la valeur à moyen terme ou à long terme. Comment vous vivez cette période et surtout, comment est-ce que quel comportement d'acheteur ou de vendeur vous pouvez avoir par rapport à ces éléments exogènes, c'est-à-dire ces éléments de macroéconomie et non pas des éléments de microéconomie qui touchent les sociétés que vous avez sélectionnées? Bah, c'est vrai que c'est pas notre jeu, entre guillemets, chez Comgest, d'essayer d'anticiper ce que vont faire les banques centrales. Alors, c'est vrai que leurs actions ont un impact sur la valorisation des marchés à court terme, mais sur un horizon de 5 ans, et leur action dépend essentiellement du taux d'inflation, mais sur un horizon de 5 ans, les actions sont un actif nominal, donc qui passe l'inflation, donc c'est pas ça qui est le plus important. J'ai envie de vous dire, Bernard, il y a deux choses. Il y a une partie, c'est un peu business as usual, c'est-à-dire qu'on vérifie sans faire forcément de trading, hein, donc c'est l'essentiel de nos stratégies, c'est de l'achat-conservation,
qu'on a bien toujours des sociétés de qualité de croissance. Et là, la qualité, ça rime étroitement avec pricing power, et on vérifie à chaque fois que cette barrière à l'entrée qui permet aux sociétés pour bon nombre de nos sociétés en portefeuille, c'est intéressant de remarquer qu'elles passaient des hausses de prix pendant le Covid ou même lors de la dernière décennie, lorsqu'il n'y avait pas d'inflation ou qu'elle reculait très fortement. Donc là ce sont des bons tests, et des exemples que vous donnez, c'est des acteurs aussi différents que ASML, qui est une société qui fabrique les machines qui permettent elles-mêmes de fabriquer les semi-conducteurs de très petite taille, qui a 30 ans d'historique de cotation et qui a passé des hausses de prix en moyenne sur ces 30 ans de 15% par an. Donc ça, c'était via l'innovation, via des nouvelles machines qui permettent de fabriquer plus de puces, et qui rendait en fait la décision d'achat pour les clients un peu un no-brainer, dans le sens où oui, la machine est 15% plus chère, mais elle permet de fabriquer 15% de puces en plus. Donc le pricing power par l'innovation, c'est un bon acteur, un bon élément. Il y a un autre exemple, si dans le luxe, des LV ou du Hermès, pendant le Covid, quand les magasins étaient fermés, elles passaient des hausses de prix. Donc ça c'est plus des éléments qu'on va regarder. Mais comme je vous le disais, dans le cadre un peu de business as usual, en termes de comportement sur les d'arbitrage, le peu qu'on fait sur les portefeuilles, ça a été un gros de-rating, donc contraction de multiples sur les sociétés plutôt de croissance davantage que celle de qualité. Et vous savez que nous, c'est un peu notre mandat, c'est soit l'un et ou l'autre, donc qualité et ou croissance. Et ça nous a permis de nous repositionner sur certains dossiers peut-être un peu plus. On ne va pas trop s'étendre, parce que voilà, dans votre partie tout à l'heure, c'est vraiment le cœur des choses dont on va parler. Alors, Maël, une question un peu technique pour vous. Donc, directeur commercial de la compagnie Wellins. Vous, dans cette période un peu tendue, vous voyez plutôt vos flux monter. Je ne vais même pas parler des vôtres. Plutôt les flux du marché de l'assurance vie. On est plutôt dans de la collecte, donc on augmente le volume d'épargne, ou on a plutôt une restriction du volume d'épargne parce que les gens doivent faire face à des dépenses imprévues, puisque tout simplement tout augmente. Comment d'abord, dans l'état actuel des choses, la collecte, le marché augmente, et comment vous le voyez à horizon 3 mois ou 6 mois? Alors aujourd'hui, on est sur les mêmes bases que l'année dernière, clairement en termes de collecte. Je dirais que ça dépend de la typologie de clients. Quand vous êtes sur des clients un peu plus retail, là c'est vrai que la collecte apparemment elle se tasse. C'est ce qu'on a comme information. Et quand vous êtes sur des clients un peu plus haut de gamme, ça a un impact bien évidemment, mais l'impact est moindre. Sur des montants plus importants, l'impact est un peu moindre. Et c'est vrai que sur nos types de business, où vous avez un vrai impact concernant l'évolution des marchés, jusqu'à présent, ça tenait. Là, ça dévisse un peu, mais je suis un peu d'accord avec ce que disait David, ça va redévisser puis ça va repartir. Nous, on a des clients quand même en moyenne qui sont avertis. Et donc, clairement, ça devrait, j'espère en tout cas, ça ne devrait pas les effrayer plus que ça, et ils devraient continuer à investir sur les marchés financiers. Donc, dans l'absolu, si je devais conclure pour répondre à votre question, ça n'aura pas un impact aussi négatif que ça. Et la collecte de l'assurance vie globale à Luxembourg pour l'année 2022, donc l'année en cours, elle est légèrement inférieure, légèrement supérieure, ou complètement égale à celle de 2021? Alors, on n'a pas les chiffres, on les a en fin d'année. Donc, ce que je peux vous dire, c'est uniquement des oui-dire. Les oui-dire, c'est que c'est équivalent à peu près à l'année 2021. Alors, c'est vrai que les investissements en fonds euros, ils avaient vraiment baissé. Et c'est vrai que les holdings personnes morales, elles demandent aujourd'hui à retourner sur les fonds euros, mais les compagnies d'assurance, elles ne veulent plus trop en proposer. Mais il y a plus de demandes que l'année dernière, en conclusion, sur le fonds euro. Donc ça, c'est plutôt une augmentation du niveau de la demande de sécurité. Oui. Alors pour certaines typologies de clients, c'est plutôt les holdings patrimoniales. Le client privé, lui, c'est vrai que ce que je vois, c'est que le client privé averti, lui, au contraire, il va retourner sur les unités de compte, il va attendre un petit peu, mais il va réinvestir sur les marchés financiers, puisqu'il anticipe justement des bonnes opportunités d'entrée. Et on a vu pas mal d'allers-retours. Il bouge beaucoup les portefeuilles en ce moment. Il y a eu pas mal d'allers-retours, donc des clients qui vont saisir des opportunités de marché. Alors, c'est soit le client lui-même, soit le gérant, mais ils vont saisir des opportunités de marché
et ils vont attendre, là en l'occurrence, ils essayent un peu de sécuriser sur la fin de l'été pour attendre un nouveau point d'entrée. Alors, une question pour David. Donc, la dernière fois qu'on s'était parlé, on avait aussi parlé de votre fonds, un fonds d'obligation daté sur 2024. C'était notre dernière émission de la saison passée. Et vous disiez vous nous expliquiez que ces fonds avaient été un petit peu molestés, un petit peu maltraités du fait de l'augmentation des taux. Et ça vous paraissait être un bon moment pour investir. Alors, déjà, est-ce que la prophétie s'est révélée réalité? Est-ce que ce fonds s'est valorisé pendant l'été? Et est-ce que vous avez toujours le même point de vue aujourd'hui? Est-ce que ce fonds est toujours disponible? Est-ce qu'il existe toujours dans votre gamme? Donc, effectivement, Sanso Objectif Durable 2024 existe toujours et il est toujours ouvert à la souscription. Au niveau de son comportement, eh bien, il y a eu effectivement un rebond assez significatif, alors significatif pour un fonds obligataire. Hein. Donc, on a eu un rebond pendant l'été. Là, avec la détérioration des marchés ces derniers jours, le fonds a rebaissé, mais pas au niveau de là où il était fin juin lorsque nous en parlions. Voilà. Donc, il y a eu une appréciation qui a été modérée par le regain d'aversion au risque. En revanche, c'est sûr, c'est que quand on regarde les sociétés qu'on a en portefeuille, ça nous paraît toujours une opportunité. Je vais en disant, c'est un couple rendement-risque qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Voilà. On pense que le fonds ne comporte pas beaucoup de risques puisque à horizon 2024, 2 ans, on a une assez bonne visibilité sur la capacité des entreprises à rembourser leurs emprunts. Et ce que je vois, c'est que malgré cette relative visibilité et cette sécurité relative, eh bien, malgré tout, on a des taux de rendement qui sont encore supérieurs à 5% par an. Ce qui nous paraît, voilà, il y a encore quelques années de ça, quelques mois de cela, un niveau de sécurité pareil, on était payé 2,5% maximum. Et quand on en avait parlé au mois de juin l'année dernière, bon, on avait bien expliqué que comme on s'approchait de la fin, on allait être remboursé au pair et on allait toucher les coupons qui restaient à toucher. Et les dangers, enfin le seul danger en réalité de ça, c'est qu'une entreprise ne paye pas les intérêts ou ne rembourse pas le principal qu'elle doit. Donc c'est un élément que vous surveillez. À l'époque, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de raison que le défaut augmente et que vous n'aviez pas de nouvelles inquiétantes à ce sujet. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose? Il n'y a toujours pas de nouvelles inquiétantes? Pour le cas, on a toujours. Alors, il ne faut pas oublier que c'est un portefeuille dans lequel on a également géré sur le défaut, puisque nous avons 120 émetteurs différents en portefeuille. Donc, ça veut dire, vous avez compris qu'il y en a assez peu qui représentent plus de 1% du portefeuille. Donc, ça veut dire que même s'il y en avait un qui venait faire défaut, on aurait quelques dizaines de points de base, mais pas beaucoup plus que ça. Et ceci étant dit, même si on a pris cette précaution, pour le moment, on ne voit pas de défaut dans les techniques que nous suivons et que nous avons en portefeuille. Donc, à ce jour, il n'y a aucun signe inquiétant. D'accord. On a toujours un petit problème de grésillement. Faudra essayer de voir d'où ça vient. Alors, on va revenir à Marika par rapport aux défauts, parce que ça, c'était un petit peu votre partie aussi quand vous étiez trader, les défauts. Vous pensez qu'on va avoir une augmentation des défauts dans les obligations et qu'il faut faire très, très attention parce que cette crise, elle va quand même avoir l'effet que toutes les crises ont, c'est-à-dire la faillite de certaines entreprises, ou vous pensez que les défauts vont rester très, très maîtrisés? Je suis plutôt confiante. Enfin, oui, il y aura des défauts, mais encore une fois, quand on achète des obligations, en fait, ça dépend des notes et de la sécurité du coup qui est sous-jacente à ces notes. Donc, clairement, quand on veut, donc les notes vont faire en sorte que le taux d'intérêt est plus ou moins élevé ou pas.
Donc, clairement, quand il y aura de l'investment grade qui est censé être le plus sécurisé, je ne vois pas nécessairement de gros défauts là-dessus. Par contre, tout ce qui est yield ou junk, qui est beaucoup plus risqué, mais du coup, qui donne beaucoup plus de taux d'intérêt, ça, clairement, il faut faire attention. Donc, pour moi, il y aura D'accord. Alors, donc yield, junk. Donc, yield, ça veut dire que c'est le taux. Junk, ça veut dire que c'est pourri. Ça veut dire que c'est pas le moment d'acheter des choses de mauvaise qualité. C'est ça que vous nous dites? Alors, encore une fois, ça dépend, puisque quand on achète quelque chose de mauvaise qualité, ça donne du bon rendement. Encore une fois, sous question que l'entreprise résiste. Mais donc, du coup, quand en général on prend du risque, c'est qu'on peut se permettre de perdre. Donc, ça dépend de sa situation patrimoniale globale. Et voir si on a une conviction spécifique sur une entreprise ou un titre, plus que voilà, l'investissement global dans cette catégorie que personnellement, je ne ferai pas. D'accord. OK. Maël, un petit mot pour la fin? Moi, je reste quand même confiant, hein. Je reprends ce que je disais au début. Je pense que, bon, là, on a une forte inflation, hein. C'est 9%, l'inflation, un peu plus de 9% en zone euro. Euh, les marchés anticipent finalement la remontée des taux des banques centrales, hein. On l'a évoqué longuement. Donc, espérons que ça soit transitoire. Le but du jeu, c'est encore une fois de contrer l'inflation. Et espérons que, vraisemblablement, ça dure que jusqu'à la fin de l'année et que 2023, on reparte sur de bonnes bases. Ok, super. Alors, merci pour tous pour cette participation au débat. On va maintenant rentrer dans les parties exclusives. C'est Sébastien de Fouril de Comgest qui va commencer en nous présentant sa société de gestion, si tant est qu'il soit encore nécessaire de la présenter, tellement elle est connue. Et un petit peu plus tard, ce sera Julien Milinkiewicz de Wellins qui viendra nous parler du contrat de capitalisation. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous. Dans 15 jours. Et maintenant, on se concentre avec Sébastien de Fouril sur Comgest. Sébastien, c'est à vous. Merci Bernard. Je pense qu'il faut quand même, Comgest est connu des investisseurs professionnels, des investisseurs non professionnels. Je pense que c'est nettement moins le cas. On compte plus sur vous pour la faire connaître. Donc, c'est une vieille maison qui a plus de 35 ans et surtout qui est indépendante. C'est-à-dire que ça a plusieurs conséquences. C'est-à-dire que tout ce on est, si vous voulez, 170 associés répartis entre Paris, un peu partout dans le monde, Paris, Hong Kong, Tokyo, Singapour principalement. Et on agit comme des propriétaires. Alors, c'est anecdotique, mais quelqu'un qui, quand l'imprimante n'a plus d'encre, vous appelez l'informatique et il ne change pas la cartouche, il la secoue et il sait que ça va tenir une semaine. Et c'est parce que lui aussi est associé. Donc, je pense que c'est une anecdote qui m'a marqué quand je suis arrivé il y a 10 ans. Mais j'insiste sur cet aspect associé parce que ça a plein de conséquences. La longévité, la fidélité, le long terme aussi, puisqu'on doit acheter ses actions. Donc, vous venez pas travailler chez Comgest pour 3 ans. Et dans nos métiers, donner du sens aux horizons d'assistance, c'est très important. Et on ne fait qu'un seul métier, donc la gestion action dite qualité et croissance, qu'on peut résumer rapidement par investir dans des sociétés qui sont pas trop sensibles au cycle économique. Donc, on n'a pas de cyclique lourde, pas de matières premières dans les portefeuilles, pas de banque pour des raisons pas de banque dans les marchés développés pour des raisons de croissance. Et pour nous, c'est un animal réglementaire dont la rentabilité sur le capital propre dépend de la réglementation, mais pas d'elle-même. Un autre élément aussi, pour être pas trop sensible, comme je disais, aux facteurs externes, c'est d'investir uniquement dans des sociétés à forte barrière à l'entrée pour ne pas être trop sensible à la concurrence. Voilà. Et on fait les ça depuis donc plus de 30 ans. On a des véhicules un peu flagship, comme on dit, enfin nos fonds connus en français, ou un peu connus, que sont Comgest Monde, Renaissance Europe, CG Nouvelle Asie ou encore Magellan, qui ont des historiques de performance longs. Et si je suis là pour vous en parler aujourd'hui, plutôt flatteur. On investit donc dans nos sociétés donc bénéficient pour l'aspect croissance, je l'ai pas dit, 90% de nos sociétés en portefeuille bénéficient des grandes tendances qui façonnent nos sociétés. Donc
la digitalisation, le vieillissement de la population, l'urbanisation, l'occidentalisation des modes de consommation. On ne s'en rend pas forcément compte en Europe, aux US, mais on a beaucoup de chance, c'est que dans les émergents, ils veulent vivre et consommer comme nous. Et ça c'est l'aspect croissance. Mais le point de départ, c'est cette notion de barrière à l'entrée, puisqu'on considère que si cette barrière à l'entrée est là et si elle est forte, elle sera durable. Et si elle sera durable, là, on aura quelque chose, on pourra monétiser une tendance long terme. Si vous avez uniquement l'aspect grande tendance, bah, ça va être un peu comme les bons fromages qui font venir qui attirent les corbeaux. Et finalement, vous allez avoir juste plus de concurrence et vous aurez du mal à monétiser en croissance des bénéfices cette grande tendance. Voilà, je vous écoute, je vous laisse finir. Après, j'ai quelques questions, mais si vous voulez continuer dans l'introduction, il n'y a pas de souci. Oui, ce sont des portefeuilles. Alors, c'est juste les portefeuilles comme ça, on ne peut pas faire plus simple. Hein. C'est 35 à 40 actions, grande capitalisation cotée. Donc, c'est un portefeuille, ça tient sur une feuille, c'est 35 à 40 noms de sociétés sur une feuille A4. Il n'y a pas de produits dérivés. Et après, on implémente une stratégie d'achat-conservation. Je le disais pendant le débat, ce qui nous importe, nous, c'est 5 ans. Parce que sur un horizon, il n'y a même pas besoin de 5 ans, hein, à partir de 3 ans, ça commence à bien fonctionner. Les cours de bourse et les bénéfices, ça fonctionne de pair. Ça fonctionne de pair, alors pas au jour le jour. Si on regarde au jour le jour, ce qui fait clignoter en rouge, en vert, c'est plus de l'humeur, c'est la gestion d'informations, c'est de l'actualité. Mais Warren Buffett disait à court terme, c'est une machine à voter, ce marché, les marchés financiers en général, et à long terme, c'est une machine à peser des bénéfices. Donc nous, c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre et ce qui nous importe, on a conscience qu'avec cette approche, on est en quelque sorte notre propre ennemi. Ce ne sera pas l'environnement ou le marché. C'est-à-dire si on a bon ou à peu près bon, ce qu'on veut, c'est avoir à peu près bon sur un horizon de 5 ans, parce que si on a à peu près bon, on aura sur la croissance des bénéfices, hein, donc entre 8 et 12%, on va dire, sur les portefeuilles, là on aura de la performance. D'accord. Donc, vous, ce que vous dites, c'est nous, chez Comgest, on sélectionne autour de 35 valeurs par fonds. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capacité à générer du profit, parce qu'on pense que Warren Buffett est dans le juste et que les marchés sont une machine à peser. Donc, si on détecte les profits, on détecte aussi les hausses futures. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, on fait notre métier, on est toujours sur nos entreprises et on cherche toujours ces entreprises. On vérifie que celles qu'on a vont toujours être en capacité à créer du profit. Et bon, malheureusement, comme aujourd'hui, le marché il réagit aux politiques, il réagit à la hausse de l'énergie, au macroéconomique avec la hausse des taux et des choses comme ça, les entreprises qu'on a, nous, elles subissent aussi cet effet macro. Et donc là, ces machines à voter et elles font aussi des moins 10, moins 12, moins 15. Si on prend un peu les deux fonds sur lesquels nous, on s'intéresse et desquels on parle régulièrement à nos clients, qui sont Comgest Monde et Comgest Renaissance Europe, confirmez-moi quelque chose, c'est toujours bien les deux fonds principaux de Comgest? Oui, absolument. Les autres sont loin derrière, n'est-ce pas, en termes de taille? Alors, on en a d'autres, mais ce sera essentiellement un autre, notre fonds Japon, mais c'est beaucoup plus spécifique. Donc, c'est plus pour c'est plus une niche d'allocation. Nos flagships, vous l'avez dit, Bernard, c'est bien Comgest Monde et Renaissance Europe. D'accord. Alors, Comgest Monde, combien de baisses depuis le début de l'année? Alors, Comgest Monde, il baisse d'environ, alors comme on est long terme, je n'ai pas regardé, mais dans les 14 ou 15%, excusez-moi, je ne suis pas très précis. Et Renaissance Europe 17 ou 18%. Mais ça, que les cours baissent en fonction de l'actualité du court terme, cette année, c'était pareil les années d'avant. Hein. Ça pouvait même être dans l'autre sens. Mais sur 5 ans,
je peux vous montrer des centaines de graphes où il y a cette convergence des bénéfices et des cours de bourse, et c'est là-dessus qu'on se concentre, quoi. D'accord. Alors, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est parce que le dollar vous aide à l'international et la hausse du dollar ou peut-être même la hausse du franc suisse, s'il y a une valeur suisse dans Comme Geste Monde, ça vous aide? Puisque l'année dernière, quand vous êtes passé dans l'émission, vous nous avez dit les positions ne sont pas couvertes. Ouais, ouais. Alors, c'est vrai. Alors, ça nous aide. Alors, en absolu. Donc, en absolu, c'est-à-dire, c'est la performance dans le sens où tout le monde l'entend. C'est vrai que ça aide pour les deux parce que vous avez de mémoire comme Gesmond, les sociétés qui composent le portefeuille font 40% de leur chiffre d'affaires en dollars. C'est différent de la notion de lieu de cotation, mais c'est plus précis. Donc ça va plus dans le sens de votre question, Bernard. Et Renaissance aussi, les sociétés sont assez globales et font de mémoire 30 à 35% de leur chiffre d'affaires en dollars. Maintenant, en relatif, alors par rapport à l'indice, ce sont deux situations différentes. Renaissance, les sociétés qui composent aussi Renaissance ont une exposition dollar plus importante que celle de l'indice. Donc là, ça aide cette année, même si ça ne se voit pas parce que le marché est tiré par les sociétés plutôt qu'on appelle nous peu prévisibles, de mauvaise qualité. Donc c'est de l'énergie et les banques. Et donc comme Gestion, en revanche, nos sociétés ont une exposition de leur vente au dollar un peu moins forte que celle de l'indice. Donc là, en relatif par rapport à l'indice, c'est plutôt pénalisant. Ce qui explique la meilleure performance ou la moins mauvaise, comme vous voulez, comme Gesmond cette année par rapport à Renaissance, c'est plus la performance 2021 de Renaissance Europe qui avait été beaucoup trop bonne. Si on avait pu mettre de côté, on l'aurait fait, mais qui avait été un peu... On l'avait dit aux investisseurs, donc Renaissance avait progressé de 35% l'an dernier. Pour des sociétés qui ont une croissance des bénéfices de 12%, oui, il y en avait trop, ça, on l'avait dit. Donc là, ça reprend cette année. Sur 2021, c'était éloigné des fondamentaux. Sur 2022, c'est encore plus éloigné des fondamentaux. Par contre, si vous chaînez déjà 2021 et 2022, on se rapproche un peu plus des fondamentaux. On rajoute 1, 2, 3 ans pour arriver à nos 5 ans d'horizon. Et là, on retombe sur nos fondamentaux, dans les deux cas, pas pour les deux fonds. C'est intéressant ce que vous venez de dire. Si on avait pu mettre de l'argent de côté, on l'aurait fait. Ouais. Ce ne serait pas une idée de fonds à lancer? Parce que c'est vraiment très patrimonial et de dire que voilà, quand les bénéfices sont supérieurs à tant, le fonds peut mettre tant d'argent de côté et a obligation de réinjecter cet argent dans les 3 ans à venir. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de dérive. Et ça pourrait peut-être tenter un public qui cherche plus de sécurité, moins de variations et de choses comme ça. Et donc, ça permettrait de, voilà, l'année dernière, en prenant 20% de la perf, vous auriez pris 7%. Et aujourd'hui, le fonds, il est à moins 17. Il serait qu'à moins 10, vous réinjecterez. C'est quelque chose qui a du sens? C'est quelque chose auquel vous réfléchissez ou pas du tout? C'est juste comme ça une idée qui vous est passée par la tête en même temps que vous parliez? Non. Alors, c'est séduisant comme idée. Maintenant, sur le papier à mettre en place, on est quand même mark to market. Il y a la liquidité. Enfin, il faut penser à ceux qui rentrent et qui sortent du fonds. Donc, c'est malheureusement pas trop réaliste. L'idée qu'on a eue, enfin que c'est pas moi qui l'ai eue d'ailleurs, c'est Laurent Dobler qui est le doyen de la gestion Europe chez Comgest. C'est resté au stade d'idée à ce stade, mais ce serait plutôt une version distribuante. Mais on ne sait pas si c'est possible. Là, on parle de I had a dream, comme ce serait une version distribuante où la distribution serait à la discrétion de la société de gestion, où là, on pourrait arriver, là, on serait toujours enfin, on serait valorisé à la valeur de marché, parce que c'est quand même un peu le principe quand on va sur une gestion cotée, et on pourrait lisser un peu la performance via cette distribution unité de dividende, Bernard. C'est plus avec ce facteur-là qu'on pourrait, on l'espère,
peut-être amener un peu de stabilité. On déciderait, il y aurait une espèce de board de la SICAV qui déciderait, c'est bon, les sociétés sont en bonne santé, même si la performance n'a pas été boursière est de zéro, on distribue, je sais pas, 4%, ou, par exemple, ou à l'inverse, le cours de, enfin, le cours de bourse a été très pénalisant. Enfin, c'est dans l'autre sens, c'est plus compliqué, quoi. Mais enfin, on aurait pu décider l'an dernier, on n'aurait pas distribué, par exemple. Voilà. D'accord, mais en tout cas, ça réfléchit chez vous. Ouais. Non, là, ce serait quelque chose. Ouais. Bah, en fait, ça répond. Tout le monde pense pas forcément à action quand on pense à rendement, parce que dans le rendement des actions, dans la performance des actions, c'est un mélange de plus-value. Vous le savez, Bernard, c'est plus pour vos éditeurs, mais ils le savent aussi, mais juste pour leur rappeler, c'est un mélange en fait de deux choses différentes. Il y a un mélange de plus-value en capital qui s'explique parce qu'il y a la démographie progresse, il y a des gains de productivité, enfin, des moteurs de long terme, on va dire, des actions, et un peu plus si vous êtes sur des sociétés qui sont sur des grandes tendances. Là, l'aspect croissance s'explique facilement, et de dividendes. Et c'est vrai que le dividende pour nos sociétés, alors, nous, c'est des machines à free cash flow, donc à trésorerie libre, si on traduit littéralement, mais pas forcément à dividende. Une société qui a beaucoup de dividendes, souvent, c'est pas forcément bon signe. C'est une société qui a soit qui a pas assez investi, soit qui se fait disrupter, soit qui a que ça à offrir enfin, dans le sens où c'est pas forcément durable ce gros dividende. Nous, on préfère les sociétés qui ont donc ces trésoreries libres parce que après elles font ce qu'elles veulent. Soit elles font des petites acquisitions pour augmenter leur croissance. Donc ça, c'est plus l'aspect plus-value en capital. Soit elles rachètent leurs actions, on l'a beaucoup vu cette dernière décennie, ou soit, effectivement, en troisième possibilité, elles distribuent un peu de dividendes. Le rachat d'actions et la distribution de dividendes, c'est un peu la même chose. C'est comment redonner du cash à l'actionnaire. Ouais. C'est un petit peu la même chose. Une société qui rachète ses actions, c'est qu'en fin de compte, elle n'a rien de mieux à faire avec son argent que de le redonner à ses actionnaires. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, il faut le mieux. Nous, ce qu'on préfère, c'est un peu un mélange des trois. D'accord. On aime bien. Alors, attendez, moi, j'ai une question. J'ai une question très précise parce que c'est une question qu'on m'a posée après votre dernier passage l'an dernier et que donc je vais reposer cette année. Y a-t-il beaucoup de sociétés communes entre Comgest Monde et Comgest Renaissance Europe? Alors, la partie européenne qui est de Comgest Monde, qui doit être de 18%, il y a donc c'est que la poche Europe qui est commune. D'accord. Il y a des noms en commun. C'est pas forcément les. Enfin, je vais vous donner en chiffres précisément. C'est pas forcément. C'est dans les 18%. C'est un maximum. C'est-à-dire que il faut distinguer un peu les sociétés communes de ce que vous intéresse. La question, enfin pour répondre précisément à la question, aujourd'hui, vous avez 24% de sociétés européennes dans Comgest Monde, mais là où ça, en termes de gestion des risques, là où il y a doublon, c'est si vous avez, je sais pas, 3% de L'Oréal dans Comgest Monde, 3% de L'Oréal dans Renaissance Europe. Mais les pondérations ne sont pas exactement les mêmes. Donc dans ces 24, on va dire, pour répondre à peu près à la question, à peu près correctement, mais précisément, il y a environ 20% communs en termes d'actifs entre Comgest Monde et Renaissance aujourd'hui. D'accord. OK. Eh ben, c'est là-dessus qu'on va se quitter, qu'on va terminer cette interview. On vous remercie beaucoup de ce partage d'expérience, ce partage de savoir. Donc, on rappelle, c'était la société Comgest et les deux fonds que pratiquement tous nos clients ont en portefeuille, c'est Comgest Monde et Comgest Renaissance Europe. Et vos questions sont les bienvenues. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous et je vous dis à très très bientôt. Merci Bernard. C'est maintenant au tour de Julien Milinkiewicz de Willins. Bonsoir Julien, comment allez-vous? Bonsoir Bernard, c'est la rentrée? Oui, c'est la rentrée, c'est toutes les rentrées. Back to school.
Voilà. Ravi de vous retrouver pour la troisième saison de la French Radio avec Voilà. les Back to School. Et donc, vous êtes là pour nous faire une formation, pour nous faire partager votre savoir. Et qu'est-ce qu'on a décidé cette semaine? On a décidé le contrat de capitalisation, l'autre outil de gestion de patrimoine. Ah oui, parce que c'est vrai que depuis 3 ans qu'on discute régulièrement ensemble, Bernard, avec tous les auditeurs. On a largement parlé du contrat d'assurance vie à l'international depuis le Luxembourg. Mais chez Willins, nous pratiquons également le contrat de capitalisation. Donc la première question, ce serait, c'est quoi le contrat de capitalisation? Le contrat d'assurance vie, ça, on ne le présente plus. Mais le contrat de capitalisation, c'est quoi? Moi, je serais tenté de dire que le contrat de capitalisation, ça ressemble à l'assurance vie. C'est comme l'assurance vie. On dirait de l'assurance vie, mais ce n'est pas de l'assurance vie. C'est le Canada Dry, ça. Je ne sais pas si on a le droit de citer des marques, mais effectivement, c'est comme l'assurance vie, parce que vous mettez à l'intérieur, déjà, c'est proposé par des compagnies d'assurance. C'est comme l'assurance vie, parce que vous mettez à l'intérieur du contrat de capitalisation les mêmes choses que vous pouvez mettre au sein du contrat d'assurance vie, les fameuses unités de compte à la française, éventuellement du support euro. C'est comme l'assurance vie, parce que lorsque vous faites des rachats, vous êtes soumis à la même fiscalité, flat tax si vous êtes résident fiscal français. Par contre, ce n'est pas de l'assurance vie parce que vous avez le terme vie qui fait défaut, vous n'avez pas de risque assuré. C'est-à-dire qu'au moment de votre décès, si vous êtes souscripteur d'un contrat de capitalisation, au moment de votre décès, il n'y a pas de bénéficiaires qui perçoivent le contrat de capitalisation. Le contrat de capitalisation, il est versé dans son entier à la dévolution successorale et ce sera vos héritiers légaux qui en hériteront. Vous n'avez pas cette notion de bénéficiaire désigné, cette désignation de bénéficiaire nominatif que vous pouvez avoir dans le cadre du contrat d'assurance vie. Donc ça, pour moi, ça peut avoir déjà un certain avantage, c'est que lorsque vous souscrivez un contrat d'assurance vie et que vous décédez, vos bénéficiaires reçoivent le cash, certes dans un cadre fiscal favorable, mais ensuite à eux de prévoir le réinvestissement, de rechoisir la compagnie, de revoir le gestionnaire financier, de négocier les frais. Alors que dans le cadre d'un contrat de capitalisation, vous êtes sûr que vos héritiers légaux recevront le contrat de capitalisation dans son entier, entre guillemets, comme je peux dire, déjà investi. Ils pourront avoir accès, bien évidemment, aux capitaux, mais ils n'auront aucune préoccupation quant au réinvestissement du cash, comme dans le cadre d'un dénouement de contrat d'assurance vie. Ça peut être un des premiers avantages du contrat de capitalisation par rapport au contrat d'assurance vie. Alors, c'est bien de comparer le contrat de capitalisation au contrat d'assurance vie, mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut aussi le comparer au compte titre. Et en fin de compte, on a… Parce que dans le contrat de capitalisation, c'est quoi? C'est, allez, je gère comme dans un compte titre. Bon, il y a des petits bémols parce que comme ça appartient à une compagnie d'assurance, il y a des petites choses qu'on peut moins facilement avoir ou qu'on n'a pas vraiment le droit d'avoir ou que c'est un petit peu plus compliqué. Mais disons, sur le cœur des produits qu'on utilise, on va dire que 90% des produits utilisés sont éligibles à la capitalisation. Donc, je peux mettre… Imaginez qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant à comprendre et analyser par rapport à un client. Et c'est là-dessus que j'aimerais bien vous entendre. Voilà, j'ai 500 000 euros, j'ai 50 ans, j'ai 2 enfants, et maintenant, ces 500 000, je peux les mettre dans un contrat d'assurance vie, je peux les mettre dans un contrat de capitalisation, et je peux aussi les mettre dans un compte titre. Moi, mon rôle, ça va être quoi? Ça va être de gérer cet argent. Donc, de toute façon, imaginons que j'ai envie d'avoir une gestion prudente. Ma gestion prudente, je peux la faire dans les trois enveloppes. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que c'est intéressant. Donc, pourquoi est-ce que j'ouvre une assurance vie? C'est parce que je me dis, s'il m'arrive un accident de voiture et que je décède, les 500 000 que j'ai mis dans l'assurance vie, si par exemple je donne pour partie à ma femme, pour partie à mes enfants, allez, on va dire, on s'arrange, il n'y a pas d'impôt. Si j'ai mis ces 500 000 dans un contrat de capitalisation, là, je décède, on fait les comptes, on regarde pour qui c'est, et éventuellement, d'après les lois, d'après les pays, il peut y avoir un impôt. Comme le compte titre, n'est-ce pas? Exactement. Le contrat de capitalisation, lui n'est pas soumis à un régime fiscal favorable en cas de décès. Donc, éventuellement, suivant, vous l'avez bien noté, le pays de résidence,
vous pouvez être soumis à fiscalité successorale, alors que l'assurance vie, vous êtes sur un régime beaucoup plus favorable, hein, on en a déjà longuement parlé. Par contre, l'avantage du contrat de capitalisation, c'est que vous pouvez faire une donation, ce que vous ne pouvez pas faire dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Vous ne pouvez pas donner votre contrat d'assurance vie. Vous êtes obligé. Est-ce que je peux donner mon compte titre? Vous pouvez donner votre compte titre, vous pouvez donner le portefeuille titre, vous pouvez donner le contrat de capitalisation, mais vous ne pouvez pas donner votre contrat d'assurance vie. Donc là, premier avantage du contrat de capitalisation par rapport à l'assurance vie classique. Et puis, le contrat de capitalisation, second avantage par rapport au compte titre, c'est que lorsque vous êtes dans un contrat de capitalisation, vous êtes en taxation différée. Donc, toutes les dividendes et les plus-values qui sont générées par la gestion au sein de votre contrat de capitalisation, ou pour vos enfants, si vous avez fait la donation de ce contrat de capitalisation, sera complètement neutre fiscalement. Alors que dans le cadre d'un portefeuille titre, vous pouvez faire la donation d'un portefeuille titre. Donc là, on est égal par rapport au contrat de capitalisation. Vos enfants reçoivent les titres, sauf que l'ensemble des dividendes et des plus-values sur les titres que vos enfants auront reçus, de la part du fait de cette donation de compte titre, sera imposable à l'impôt sur le revenu suivant le pays de résidence. Donc ça aussi, c'est l'avantage du contrat de capitalisation, c'est qu'il peut faire l'objet d'une donation. Et puis, je vous interromps. Quand on donne un contrat de capitalisation, on le donne sur sa valeur réelle ou sur sa valeur nominale? Alors, vous le donnez sur sa valeur réelle. Le contrat de capitalisation est donné sur sa valeur réelle. Par contre, avantage, et là on s'aligne vraiment par rapport au compte titre. C'était une législation fiscale qui a été modifiée début 2020. Bon, c'est vrai qu'après, en 2020, on a eu d'autres soucis que de se préoccuper du contrat de capitalisation. L'actualité était beaucoup plus large que ce point-là. Lorsque vous faites une donation d'un contrat de capitalisation, vous purgez la plus-value pour vos donataires. Et là, vous mettez le contrat de capitalisation égal au compte titre. Je prends un exemple. Vous avez un contrat de capitalisation de 100. Vous procédez que vous avez souscrit à 100. Vous faites une donation, votre contrat est valorisé 110. Vous allez payer des droits de donation sur 110, éventuellement suivant les pays. Vos enfants récupèrent le contrat de capitalisation déjà investi à hauteur 110. Ils n'ont pas à se préoccuper du réinvestissement du cash, comme on l'a évoqué au début de l'entretien. Et s'ils veulent faire un rachat, c'est zéro, parce que la valeur fiscale est remise à zéro au moment de la donation. C'est-à-dire que quand bien même sur ce contrat de capitalisation que vous avez investi à 100, il est à 110 et vous l'avez donné à 110, si vos enfants font un rachat quasiment concomitant à la donation pour procéder à un achat de résidence principale ou autre, ils n'auront quasiment pas d'impôt à payer. Les 10 de plus-value qui ont été générés par le contrat du fait que depuis que vous l'avez ouvert auront été totalement purgés par la donation de ce contrat de capitalisation. Ça aussi, c'est un avantage équivalent peut-être au compte titre, mais aussi c'est un avantage, en tout cas, ça a mis le contrat de capitalisation sur la même ligne que le compte titre, taxation différée en plus. Parce que si vos enfants, toujours dans mon exemple, perçoivent le capital de 110, ce contrat de capitalisation de 110, et décident ensuite de le conserver, déjà vous retournez, vous avez remis à zéro, donc vous êtes sur un prix de revient 110, donc s'ils vendent à 115, il y aura simplement 5 de plus-value, et puis surtout les 5 qui auront été générés dans l'intervalle, eux seront en taxation différée complète par rapport au compte titre. C'est vrai qu'on ne pense pas assez au contrat de capitalisation pour moi, même pour une personne physique. Alors, quand je donne mon contrat de capitalisation, je peux le donner en pleine propriété. Est-ce que je peux le donner aussi qu'en nue propriété? Vous pouvez également le donner en nue propriété, c'est-à-dire que comme un actif immobilier, vous pouvez parfaitement donner la nue propriété à vos enfants du contrat de capitalisation pour anticiper cette transmission, diminuer, on en a déjà parlé, l'impôt du fait que l'assiette de droit de donation sera plus faible, bien sûr, vous ne donnez que la nue propriété, vous ne donnez pas la pleine propriété, et vous conservez l'usufruit de ce contrat de capitalisation. Donc, si vous en avez besoin, vous pouvez procéder ensuite à un certain nombre de rachats ou autres et avoir accès aux revenus de ce contrat de capitalisation. Ça aussi, vous ne pouvez pas le faire dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Vous ne pouvez pas donner en démembrement un contrat d'assurance vie. D'accord. C'est compliqué de donner en démembrement un contrat de capitalisation. Par exemple, chez vous, vous demandez quoi? Alors, un contrat chez vous, je vous appelle, je vous dis voilà, je veux donner la moitié je veux donner la nue propriété à mon fils. De quel document avez-vous besoin? On aura simplement besoin d'un acte de donation. Éventuellement, suivant le montant donné et suivant bien évidemment le pays de résidence, le certificat d'acquittement des droits de donation, comme quoi, si vous avez donné
à vos enfants le contrat de capitalisation, vous avez payé les droits ad hoc. Donc, bien évidemment, vous avez fait tout ça dans les règles de l'art fiscal. Ça, tout le monde le demande. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Nous, on a l'acte de donation. On va rentrer nouveaux souscripteurs du contrat, vos enfants, qui sont nus propriétaires, qui sont donataires. Vous avez l'usufruit, vous continuez à vivre paisiblement et à avoir accès aux fruits du contrat de capitalisation si vous en avez besoin, et faire des rachats. Et le jour où, si la logique naturelle est respectée, vos enfants nous informent que vous êtes partis, et dans cette hypothèse-là, ils deviennent plein propriétaires du contrat de capitalisation. Très bien. Et alors, dans le contrat de capitalisation, c'est quand l'usufruitier décède, vous effacez tout simplement son nom et le nouveau plein propriétaire, c'est l'ancien nu propriétaire, c'est ça? Exactement, c'est les règles classiques de l'usufruit. Vous décédez, dans votre exemple, les enfants deviennent, on demande un acte de décès, tout à fait classique si on continue sur les pièces justificatives, et puis les enfants deviennent en tout cas le donataire, le bénéficiaire de la donation, même si elle a eu lieu des années auparavant, bien sûr, devient plein propriétaire de ce contrat de capitalisation. D'accord. Et si à ce moment-là, donc le plein propriétaire, donc l'enfant qui était l'ancien nu propriétaire, demande à faire un rachat, sur quelle valeur va-t-on calculer les impôts? On va le calculer sur la valeur nominale d'origine ou on va le calculer sur la valeur du jour où ça a été donné ou on va le calculer sur la valeur du jour du décès Alors, bonne remarque, parce que justement, on parlait de la modification de 2020 qui a purgé la plus-value. Vous donnez la purgé la plus-value, mais le BOFIP, en tout cas l'administration fiscale officielle, la documentation officielle est complètement muette sur la donation et sur le traitement de la plus-value en ce qui concerne la donation en démembrement. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous faire une réponse précise sur ce point-là. Normalement, la donation de propriété purgerait la plus-value en cas de rachat des enfants, dans votre exemple, mais nous n'avons pas encore de point officiel là-dessus, puisque la purge de la plus-value concerne que la donation en pleine propriété. Par contre, ce qui est certain, ça il faut l'avoir en tête, c'est que vous n'aurez pas de droit de succession complémentaire. Le jour où l'usufruitier décède, et ça on ne l'a peut-être pas noté, les enfants deviennent plein propriétaires du contrat sans droit de succession complémentaire, puisque les droits de donation ont été payés précédemment, c'est les règles classiques, usufruit, nue propriété. Ok, écoutez, c'était quand même une rentrée bien studieuse, parce que c'est assez dense. On va essayer. Et on n'en parle pas assez du contrat de capitalisation. On est tous fixés contrat d'assurance vie, bien sûr, mais le contrat de capitalisation, il peut avoir des outils, et c'est un outil quand même à avoir en tête dans sa toolbox patrimoniale. Quels sont quels sont les mots-clés ou les indices qui doivent faire réfléchir à un client et son conseiller au contrat de capitalisation? Vous dites, tiens, pourquoi pas un contrat de capitalisation quand vous entendez quoi ou quand vous voyez quoi comme situation? Qu'est-ce qui vous fait dire, tiens, ça, c'est peut-être un contrat de capi qu'il faudrait? Dans l'hypothèse où le client va réfléchir à une donation, ça c'est clair, voilà, en disant, moi j'ai ce qu'il faut, j'ai bien professionnellement, personnellement, je suis à l'aise, maintenant je dois anticiper, je dois transmettre à mes enfants, ils sont installés dans la vie, etc., ils ont l'âge de raison pour recevoir des capitaux, là ça peut faire tilt. Pourquoi ouvrir un contrat d'assurance vie pour attendre le décès pour transmettre? Est-ce que vous ne pouvez pas directement transmettre via un contrat de capitalisation et préparer ça progressivement? Et puis aussi tout ce qui concerne aussi lorsque les abattements des contrats de capitalisation sont largement remplis, lorsque les fameux 152 500 sont largement remplis, est-ce que ce n'est pas mieux de faire une donation en démembrement de propriété d'un contrat de capitalisation plutôt que de remettre sur une simple assurance vie où de toute façon vous avez déjà utilisé largement l'ensemble des abattements et des dispositifs? Typiquement, le client qui a plus de 70 ans, on sait qu'après de 70 ans, l'assurance vie, les avantages sont quand même assez tenus. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là l'occasion de faire une donation d'un contrat de capitalisation? Et ce que je trouve simplement intéressant dans la donation du contrat de capi, pour terminer, et ça c'est important pour nos clients, et vous le savez Bernard, lorsqu'on fait la donation du contrat, le papa il a déjà choisi. Il a choisi la compagnie, il a négocié les frais, il a choisi le gestionnaire et la banque dépositaire. Lorsque je fais une donation de cash à mon enfant, je lui donne le cash et c'est à lui, entre guillemets, on peut mettre des garde-fous, mais la plupart du temps, c'est à lui de se débrouiller et de réinvestir. Là, j'investis, je choisis et je te donne derrière. Et là, il y a un aspect quand même important à mon sens.
Eh ben voilà, c'est une magnifique fin puisque notre premier débat, ça a été sur l'argent et le patrimoine des enfants. Et vous concluez en disant, ben voilà, c'est où je te donne avec des garde-fous, où je te donne bien encadré. Enfin, et on est vraiment dans cette notion de donation. Mille merci Julien d'avoir été avec nous pour cette rentrée, vous avez fait la dernière partie de cette première émission. J'espère que ça va vous porter chance pendant toute cette année. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir à tous. Au revoir. La French Radio. Portugal.